Apprends à devenir monteur vidéo et sois totalement indépendant. Tu pourras travailler d'où tu veux et être tout le temps en vacances. C'est vraiment la solution incroyable pour te faire ton propre business. T'as déjà dû entendre ce genre de pub un petit peu partout en ce moment sur les réseaux parce que c'est incroyable l'invasion qu'il y a. Un jour on va se retrouver avec 1 million de monteurs vidéo en France, on va plus savoir où les mettre. Mais du coup peut-être que toi t'as vu ce genre de vidéo, t'as hésité à te lancer justement dans la formation parce que ça te paraissait alléchant. Et là tu t'es dit mais combien je devrais dépenser pour avoir un PC pour faire du montage vidéo? Et sur lesquels composants je devrais principalement dépenser mon budget pour avoir un PC qui est quand même performant sans pour autant avoir dépensé 5000 € dans le PC? Parce que globalement c'est à peu près ce que pas mal de gens doivent se demander à l'heure actuelle. Et là bah c'est pas mal parce que dans cette vidéo on a prévu de répondre à toutes ces questions. Je te propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Overclocking.com. Ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Comme je t'ai dit avant l'intro, aujourd'hui on va s'attaquer un petit peu à toutes les questions que tu pourrais te poser avant de te lancer dans le métier de monteur. Tu sais pas trop si tu devais attaquer sur PC, et si tu devais attaquer sur PC, quel genre de configuration PC il te faudrait, sur quels composants investir. Et dans cette vidéo c'est plutôt simple, on va répondre à toutes ces questions en réalisant des tests pour justement te prouver les réponses qu'on va te donner. Comme ça tu vas pouvoir te baser sur des vrais avis plutôt que les gros mythos de ton pote monteur vidéo qui te dit qu'il faut absolument une 4080 pour faire du montage vidéo. Et si jamais tu as déjà regardé la vidéo en entier, tu sauras pourquoi je dis ça. Et on va commencer directement par remettre les choses dans son contexte et on va remercier directement le partenaire de cette vidéo, Asus, qui a accepté de nous envoyer pas mal de matériel pour pouvoir réaliser tous ces tests. Donc un énorme merci à Asus France qui nous a permis d'avoir un gros coup de pouce pour ce projet qui n'aurait pas été aussi abouti s'il n'avait pas donné un petit coup de main à ce niveau-là. Si jamais tu penses qu'un sujet t'intéresse plus qu'un autre, je t'invite à te diriger dans la table des matières de la description et tu auras juste à cliquer sur la partie qui t'intéresse pour directement être dirigé vers celle-ci. En ce qui concerne justement l'évolution de la vidéo, comment elle va se dérouler, on va commencer directement par aborder les différents logiciels qui ont été testés. On va aborder également le matériel qui va être testé ici, les différentes conditions des tests qu'on va aborder. Alors là, ça va être un petit peu plus technique. Peut-être que vous avez juste fait une formation de montage vidéo et c'est pas pour autant qu'il faut vous assommer avec des chiffres. Donc je vais volontairement faire le choix de rester assez simple justement sur les conditions des tests pour pas noyer le poisson. Donc pour ceux qui voudraient des détails plus techniques sur les tests, n'hésitez pas à me demander en description, je vous répondrai comme je peux. En ce qui concerne justement les tests en eux-mêmes, comment ça s'est passé? Bah déjà sur Blender, je suis passé par le benchmark que vous pouvez télécharger sur internet. N'hésitez pas à le faire si jamais vous voulez avoir une petite idée de ce que vaut votre PC actuel. Et puis après, pour ce qui concerne les montages vidéo, j'ai fait des scènes moi-même. Donc j'ai essayé de faire les scènes les plus dures possibles avec énormément de changements de vitesse, énormément de transitions, énormément d'effets de couleurs, énormément d'effets de déformation. Là, je peux vous dire que le PC, il est carrément couché. Sur Premiere Pro, ma scène, elle durait 10 secondes et je mettais en général entre 3 et 7 minutes pour faire le rendu. Donc ça vous donne une petite idée de la dureté de la scène. Encore, j'ai bien raccourci parce qu'à la base, je comptais faire une scène de 1 minute et puis il m'annonçait 1h30 de rendu. Je me suis dit que ça allait pas être pratique pour faire les tests, donc j'ai bien écourté tout ça. Et en ce qui va concerner justement DaVinci Resolve, là j'ai fait une scène un peu plus réaliste au début. Et vraiment sur la fin, j'ai fait un gros truc de bourrin pour vraiment avoir un truc très dur à rendre pour les PC. Et ça va permettre aussi de comparer encore une fois. Ne comparez pas les rendus Premiere Pro avec DaVinci, tout simplement parce que c'est pas du tout la même vidéo qui a été rendue. Donc ça vous servira à rien de comparer ces deux logiciels là comme ça.
En termes de processeurs, on va retrouver dans cette vidéo 4 processeurs. On va voir ici le i7 11700K, le Ryzen 7 5700X qui va être un petit peu optimisé. On va retrouver également le Ryzen 9 5900X et on va voir également le i5 13600K qui va être lui sur DDR5 contrairement à tous les autres. Dans cette vidéo, on va toucher principalement à 3 composants de votre PC. On va toucher d'abord au processeur, le changer pour des processeurs plus gros et voir l'impact que ça a sur les temps de rendu. On va voir également la mémoire qu'on va essayer de faire varier en quantité. On va passer de 16 Go de RAM à 32 Go de RAM et on va également aussi dans un autre test séparément faire passer la mémoire de 3600 MHz à 4000 MHz sans toucher la latence, pour voir si le fait d'avoir une mémoire plus rapide, ça a un gros impact justement sur les temps de rendu. Et on touchera également à la carte graphique et on passera sur des cartes graphiques d'ancienne génération à des cartes graphiques nouvelle génération, tout en ayant des cartes graphiques moins puissantes et beaucoup plus performantes. Vous allez voir, on va avoir 7 modèles de cartes graphiques différents. On va retrouver ici la Titan X Pascal, la RTX 2060, la RTX 3060 Ti, la RTX 4070 Ti, la RTX 4080. En ce qui va concerner les cartes AMD, on va retrouver ici la RX 6700 XT et la RX Vega 56. Pour ce qui va concerner aussi une carte graphique Intel, j'ai testé tout ça avec l'IGP du processeur, donc avec le 13600K, qui n'est autre que la puce intégrée directement dans celui-ci pour avoir une petite idée de si c'est faisable du montage vidéo avec ou pas. Donc pour réaliser justement les tests des différentes cartes graphiques, ça va être réalisé sur une seule et même plateforme. On va retrouver ici le i5 13600K et il va voir justement toutes les cartes graphiques. Comme ça permettra d'éviter déjà le bridage par processeur pour les cartes graphiques et ça permettra de voir le plein potentiel de toutes les cartes. On fait les rendus que je vous ai dit précédemment et ça nous donne justement les graphiques que vous allez voir juste ici. Pour Adobe Premiere Pro en version 2023, comme on peut voir, le gain n'est pas forcément significatif entre toutes les cartes graphiques. Je dirais même que c'est quasiment inutile de trop débourser d'argent dans une carte graphique. Sauf pour une seule chose, il y a certains des effets de Adobe Premiere Pro justement qui vont avoir besoin de 12 Go de mémoire sur votre carte graphique. Alors éventuellement si vous êtes amené à les utiliser plutôt souvent, ce serait plutôt intéressant d'avoir une carte graphique avec un peu plus de mémoire. Mais dans le cas contraire, c'est pas forcément intéressant de prendre des cartes graphiques très performantes. Comment savoir quel effet utilise beaucoup de mémoire? Basiquement, la plupart des effets n'utilisent pas beaucoup de mémoire. Et c'est vraiment des effets très précis qui vont avoir besoin de beaucoup de mémoire sur la carte graphique. En ce qui va concerner plus particulièrement DaVinci Resolve, sur la version gratuite, on a un encodage principalement par le processeur. Donc les cartes graphiques ne vont pas apporter encore une fois une grosse différence ici. Donc on s'en doutait un petit peu, même si c'est quand même un peu plus marqué au niveau de la différence que ce qu'on pourrait retrouver sur Premiere Pro. Et en revanche, on va avoir ici la version payante de DaVinci Resolve et cette fois-ci on voit quand même une assez grosse différence entre les cartes étant donné qu'on passe directement par l'encodeur de la carte graphique. Et puis on a surtout un avantage pour les cartes dernière génération, c'est qu'on a l'encodage AV1 qui est disponible alors que contrairement à avant, on ne pouvait pas l'avoir sur toutes les autres cartes. Donc pour le côté un petit peu future-proof du truc, c'est plutôt pas mal d'avoir l'encodage AV1 sur les nouvelles cartes graphiques. En ce qui va concerner Blender, là c'est unanime, changer votre carte graphique va vous apporter beaucoup plus de performance et je dirais même que changer votre carte graphique pour une Nvidia nouvelle génération vous apportera tout simplement beaucoup de performance parce que basiquement c'est un logiciel qui est très bien optimisé sur Nvidia et tout simplement ça profite énormément des Tensor Core, des CUDA Core, des RT Core parce que si vous faites du ray tracing sur Blender, vous allez avoir un énorme gain sur les performances ici et il n'y a juste aucun doute à avoir. Donc si vous pouvez prendre la plus grosse carte graphique possible dernière génération de chez Nvidia, vous aurez forcément des gains en termes de rendu. Bien entendu, il faut quand même avoir des scènes assez costauds parce que si vous faites des petites scènes, je ne pense pas que le gain sera très rentable par la suite. En ce qui va concerner les tests de RAM, dans un premier temps, on va parler des tests de RAM au niveau de la capacité de la mémoire. Donc on va passer ici de 16 Go de RAM à 32 Go de RAM sur une seule et même plateforme que vous découvrez tout de suite à l'écran. On va observer un petit peu l'impact que ça aura sur le rendu. On voit déjà que sur Adobe Premiere Pro, il y a quand même une petite différence un peu plus significative qu'au niveau des cartes graphiques. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je peux vous donner particulièrement sur Adobe. Plus vous aurez de mémoire et plus le logiciel va prendre de mémoire, tout simplement parce que c'est un gouffre ce logiciel, ce sera plutôt rentable d'avoir beaucoup de mémoire, mais au bout d'un certain seuil, en fait, il va juste vous prendre plus de mémoire parce qu'il peut prendre plus de mémoire, mais ce ne sera pas très rentable. Je sais que par exemple, passer de 32 Go à 64 Go de RAM, si c'est pas sur du After Effects, vous verrez pas forcément la différence entre les deux. Donc voilà, c'est à prendre en compte également. C'est pas parce que vous avez beaucoup plus de mémoire que vous verrez vraiment une grosse différence au niveau du rendu. Si on part sur DaVinci, que ce soit sur la version gratuite, on va avoir un petit gain une fois de plus, même si c'est pas forcément le plus significatif. Et après, on va avoir la version payante de DaVinci Resolve. Et là, encore une fois, on reste dans quelque chose qui se voit mais qui reste pas non plus incroyable ici. Après, il faut quand même noter que l'upgrade de la mémoire, c'est pas le truc le plus cher en soi.
Donc ça reste une upgrade qui est plus intéressante que la carte graphique parce que c'est la moins chère à faire. Et après justement, si on devait finir avec Blender, on gagne quasiment rien du tout, voire même rien du tout, on reste dans la marge d'erreur. Donc ça apporte rien pour un rendu par carte graphique qui selon moi devrait être fortement conseillé sur Blender étant donné que vous avez vu que vous rendez 10 fois plus vite que le processeur quasiment. Donc si on réfléchit un minimum, on se doute forcément que ce sera plus rentable de faire les rendus par carte graphique. Donc ici le gain en mémoire ne vous apportera rien du tout. Maintenant qu'on a vu justement la différence avec la capacité de la RAM, on va essayer de regarder la différence avec la vitesse de la RAM. Donc cette fois-ci on va avoir de la RAM à la même vitesse et on va essayer de comparer de la RAM à 3600 MHz et de la RAM à 4000 MHz pour voir si on a vraiment une différence quand on change la vitesse de la mémoire. On n'aura pas le test DDR4 versus DDR5 parce que je ne suis pas équipé pour tester tout ça, mais ça aurait pu être intéressant ou ce sera intéressant de le faire peut-être par la suite. Et on finit avec l'upgrade la plus intéressante à faire et cette fois-ci ça va être le processeur et tout c'est équipé par une 4080 comme ça ils vont pas être bridés par la carte graphique une fois de plus. Et au niveau justement de la mémoire on va retrouver ici 32 Go de RAM pour tous les processeurs comme ça va permettre de bien les comparer entre eux. Et même si on va voir ici de la DDR4 face à la DDR5 on va dire que la différence de performance entre les deux va pas être énorme à mon avis en productivité. Donc ça va jouer un petit peu sur le gain justement entre les deux plateformes mais à mon avis c'est pas la DDR5 qui va porter la majorité des performances. On va retrouver un gain qui est plus que significatif sur Adobe, déjà aucun doute à se faire, vraiment le gain est juste énorme pour le Core i5. Même si vous avez l'impression qu'il est moins performant parce qu'il a le nom i5, il a beaucoup plus de cœur et ça lui apporte un avantage qui est juste monstrueux ici sur Adobe. Si on part directement sur la version gratuite de DaVinci Resolve, encore une fois le temps de rendu est juste significativement amélioré et il n'y a aucun doute. Et si on part sur la version payante de DaVinci Resolve, encore une fois le temps de rendu est significativement amélioré et là il n'y a pas de doute à avoir, c'est vraiment plutôt performant. Et maintenant si on devait partir sur Blender, qu'est-ce qu'on peut voir? Là on a un gain au niveau du score processeur mais c'est pas forcément le plus rentable. Après le score carte graphique va évoluer également un petit peu, donc on peut voir que le processeur peut éventuellement brider un peu la carte graphique sur Blender, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Pour conclure justement sur tous ces tests, qu'est-ce qu'on peut dire? On voit que basiquement si vous avez un budget assez restreint, il vaut mieux investir une grosse partie de son budget dans un bon processeur que dans une bonne carte graphique. Surtout pour du montage vidéo, ça vous apportera pas grand chose. Ce qui est important de retenir également quand vous allez visionner cette vidéo, c'est qu'ici on a évalué uniquement les temps de rendu. Donc c'est pour gagner du temps sur le rendu de votre vidéo. Mais il faut savoir également que pendant que vous montez votre vidéo, quand vous vous déplacez sur la timeline, c'est du rendu en temps réel et là c'est la plupart du temps la carte graphique qui intervient, que ce soit sur Premiere Pro ou DaVinci par exemple, ça va être la carte graphique qui va intervenir et là une bonne carte graphique quand même ça va avoir un petit impact. Alors on n'est pas obligé de prendre une 4090 pour être bien, mais on va dire que forcément il va pas falloir non plus trop négliger la carte graphique parce que ça va avoir son impact sur le rendu en temps réel. Il faudra y prendre en compte au moment de faire votre configuration, on en reparlera justement la semaine prochaine dans la vidéo qui sera dédiée. Après, en ce qui va concerner plutôt les logiciels de modélisation 3D, on va retrouver par exemple Blender qui est particulièrement bien optimisé pour les cartes graphiques. Et comme je vous ai dit, surtout les cartes graphiques Nvidia de dernière génération. Donc si jamais la modélisation 3D sur Blender c'est votre activité principale, et ce sera plutôt intéressant de tout mettre dans la carte graphique. Et j'en profite pour faire une petite aparté justement sur les logiciels de modélisation 3D. C'est vraiment à remettre en condition. C'est pas parce que Blender est particulièrement optimisé pour les cartes graphiques Nvidia par exemple, que ce sera vrai pour tous les logiciels de modélisation 3D, d'animation, de texture, etc. Donc voilà, essayez de vous renseigner par rapport à votre logiciel. Si jamais un truc plus dédié justement sur la modélisation 3D ça vous intéresse, et que vous vous y connaissez dans le domaine, que vous êtes capable de faire par exemple des scènes de rendu assez compliquées à rendre, n'hésitez pas à me contacter, on peut peut-être essayer de monter un truc pour justement faire un petit peu le même style de vidéo, mais plutôt dédié à la modélisation 3D et au rendu, etc. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire.
La plupart des conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, voire même quasiment tous, sont totalement valables pour des PC portables également. Donc si vous cherchez plutôt un PC portable, n'hésitez pas à regarder les mêmes critères que ceux que je vous ai donnés là. Et puis sinon, on se retrouve d'ici 1 à 2 semaines pour faire justement les configurations dédiées au montage vidéo. Et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Et je vous attendrai d'ailleurs dans celle-ci, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Encore un énorme merci à Asus qui nous a prêté le matériel. Et puis sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Bye les gens.